Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Nous reviendrons sur les principales déclarations du président de la République lors de sa rencontre périodique avec les médias nationaux. Plusieurs questions d'ordre national et international ont été passées en revue, économie, sociale et politique étrangère. Abdelmajid Tebboune est revenu notamment sur la situation sanitaire. 11 millions d'Algériens ont été vaccinés à ce jour. L'objectif est d'atteindre les 25 millions. Il a appelé à la responsabilité de tout un chacun quant au choix de se faire vacciner ou pas. En tout cas, la vaccination ne sera pas obligatoire, l'a-t-il affirmé. De nombreux points ont été évoqués sur le plan économique, notamment l'engagement de l'État à lutter contre la spéculation et l'informel pour d'un côté préserver le pouvoir d'achat des Algériens et pour bâtir une économie forte et stable. En politique étrangère, la position immuable de l'Algérie réaffirmée quant au refus de toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays, mais s'octroie le droit de répliquer en cas d'attaque. Pas de médiation possible avec le Maroc. L'Algérie exige de la France le respect total de l'État algérien. On va décrypter toutes ces déclarations ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau M. Moustapha Mekidesh. Bonsoir, vous êtes expert en économie. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Nous avons également avec nous M. Mohamed Korsi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du quotidien Le Moudjahid. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et nous avons depuis Paris M. Ibrahim Zitouni. Bonsoir. Bonsoir Madame Massa. Vous êtes analyste politique. Alors, on va d'abord commencer par décrypter ce discours avec la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Le président de la République a rappelé la stratégie engagée par l'État à cet effet. Je vous propose d'écouter d'abord un premier extrait pour le commenter juste après. ما يفيدش لأن لازمنا نستوعب ونفهم علاش هذا العزوف إزاء التلقيح. التلقيح هو المفر الوحيد والضمان الوحيد للصحة الجماعية. كل الدول في العالم راها تجري وراء التلقيح. احنا نحمد ربي، من المفروض نحمد ربي أننا عدنا اللقاح، استوردنا فيه الكفاية ونزيد ننتج اللقاح. إذن المفروض الإخوان يمشوا ماهيش قضية رافض لأن السلطة طلبت ولا ما طلبتش، ولا هذه شوف صحتك وصحة أولادك وصحة العائلة نتاعك والآباء والأمهات في حالة ما نواصل بهذا المنوال ربما يجينا نوتر فاريون. Alors voilà, le président de la République a rassuré que l'Algérie, en plus d'être un pays producteur du vaccin anti-Covid-19, dispose d'une quantité suffisante de doses. 11 millions d'Algériens ont été vaccinés, 25 millions, c'est l'objectif que nous devons atteindre. Il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est une stratégie que l'État a décidé de mener. Il y a quand même un respect des libertés individuelles. Aujourd'hui, c'est une première annonce sur le caractère non obligatoire. Tout à fait. Moi, je pense que d'abord, il faut indiquer que le vaccin est disponible. Ça, c'était pas évident. Donc, surtout qu'on est sur un continent, le continent qui est le moins vacciné, l'Afrique. Non pas parce qu'il n'y avait pas la volonté des Africains et des États de vacciner leur population, mais parce que, donc, dans le cadre du rapport de forces internationaux, les grands pays ont commencé par, en priorité, donc à vacciner leur propre population. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que donc nous avons donc un type de problème sur l'acceptabilité sociale Absolument. du vaccin. C'est pas un problème qui est spécifique à l'Algérie. On voit à travers d'autres pays, y compris les pays développés, donc des refus d'être vaccinés, de considérer ceci comme étant un espace de liberté, se faire vacciner ou pas, et qui est du ressort de chaque citoyen de dire donc ça c'est pas. Mais par contre, ce qu'il faut. Elle est cependant à privilégier, comme le dit le président de la République, il faut privilégier la science face aux rumeurs. Tout à fait. Faire confiance je pense à la science. que donc le consensus à travers le monde, notamment à travers les institutions spécialisées, l'OMS, à travers l'ensemble si on veut parvenir à l'immunité collective, il faut passer par le vaccin. Donc on est à 25%, au quart de la population donc, qui est vaccinée. L'objectif d'étape, disons de la prochaine étape, c'est de parvenir à la moitié de la population, avec 50%. Donc c'est possible, d'autant que nous sommes producteurs l'un des rares pays en Afrique donc, qui va produire un vaccin
qui sera disponible. Peut-être même destiné avec également à un appareil l'exportation. et un système qui a l'air de fonctionner, décentralisé, puisqu'il ne s'agit pas uniquement des... c'est bon aussi pour notre industrie pharmaceutique. Tout à fait. Qui a aussi l'apporte cette technologie. Tout à fait. Donc, et puis on va remonter disons, la maîtrise biotechnologique de ce type d'intervention. Oui. Monsieur Colsi, alors votre lecture d'abord de cette stratégie engagée par l'État dans la vaccination pour lutter contre la Covid-19. Le premier point à retenir, c'est cette liberté de choix qu'a laissé le président aux Algériens. Mais aussi, il a fait appel à la sagesse et au sens de la responsabilité. Et moi, j'imagine, je peux faire ce scénario, au sein d'une famille, il y a le père ou la mère qui a aussi peur pour ses enfants. Et donc, peut-être il y aura un effet d'entraînement. Il suffit qu'une personne se vaccine dans un milieu pour que les autres soient rassurés, mais aussi dans un souci de responsabilité, de peur pour les autres, qu'ils se vaccinent. C'est vrai que, comme le disait le professeur Mikidash, en Algérie, rapidement, les pouvoirs publics ont répondu. On a vu comment, à partir, comme je l'ai dit, de la lointaine Chine, des millions de doses de vaccins ont été acheminées rapidement. Donc il y a eu une réaction rapide. Ensuite, le fait notable qu'il s'agit aussi de souligner, c'est que Saïdal maintenant rejoint le GOTA, le groupe des géants qui fabrique ce vaccin qui fait peur au monde entier. Et puis, il y a quelques jours, je parlais au professeur Sanhaji, il m'a dit aussi que, maintenant on commence à le dire, il faut que l'humanité se prépare aussi à d'autres formes de virus. Et le président Tebboune vient de le dire, absolument. Il va y avoir d'autres variants. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau variant. Ça veut dire que l'Algérien doit aussi se préparer et accepter une certaine discipline, cette distanciation, ce vaccin, et aussi être conscient que la menace ne va pas s'arrêter uniquement avec cette Covid-19, mais qu'il y aura d'autres menaces. Et donc, dans notre mentalité, il faut qu'on intègre ces menaces à venir. Monsieur Zitouni, alors aujourd'hui, privilégier la science face aux rumeurs. On sait aujourd'hui officiellement que le vaccin n'est pas obligatoire, mais cependant on appelle à la responsabilité de tout un chacun si on veut atteindre une immunité et lutter contre la propagation de ce virus. Oui, je crois que ce qui est remarquable, au-delà des faits qui ont été développés par vos deux invités, c'est la méthodologie choisie par le président de la République. Et là, je crois qu'il y a une disposition à une ouverture d'esprit, un positionnement libéral au sens premier du terme, consensuel, essayer de trouver des passerelles de conviction, de convaincre. Et cette méthodologie ne s'applique pas simplement au Covid-19. On a pu voir tout le long de l'interview de Monsieur le Président de la République qu'en réalité, il appliquait cette façon de faire aux syndicats. Il appelle de ses voeux la formation d'un syndicat de journalistes. Quand il parle des réformes économiques, il veut le faire en coopération avec les secteurs, y compris les secteurs rentiers, par la conviction, par le consensus. C'est-à-dire on privilégie le dialogue aujourd'hui dans un cadre apaisé. Parfaitement. Et ce qui est remarquable, je trouve, dans cette façon de faire, c'est en réalité que le président de la République, chef de l'exécutif, cherche à trouver des convergences avec la société civile et des convergences d'intérêts stratégiques pour l'État en s'appuyant sur la société civile et non plus en l'embrigadant ou en essayant de la faire fonctionner de façon autoritaire et bureaucratique. Et je crois que ça, c'est la ligne directrice, c'est une des lignes directrices dans l'interview de Monsieur le Président de la République. Et ce qu'il veut réaliser en termes de méthode d'approche au niveau du Covid-19, en réalité, c'est une approche méthodologique généralisée qui dénote un esprit nouveau. Alors on l'a entendu clairement lors de sa rencontre avec les journalistes des médias nationaux. Le président de la République dit privilégier la voie du dialogue aujourd'hui dans un cadre apaisé, comme je le disais à l'instant. Pour éviter toute anarchie, aujourd'hui, on appelle à la concertation. C'est important.
Tout à fait. Moi, je pense que la construction de passerelles de dialogue avec les partenaires sociaux, puisque on va aborder sans doute la question du pouvoir d'achat ou les salaires, les questions salariales, les questions des négociations salariales et du dialogue social entre les partenaires sociaux est au cœur. C'est la même démarche. Ça a été, Zitouni vient de le rappeler à juste titre, donc il y a lieu de construire l'acceptabilité citoyenne dans tous ces compartiments, y compris pour le vaccin, donc pour la vaccination. À ce propos, juste un dernier point sur ça, c'est que l'usine qui est en exploitation à Constantine va pouvoir également, et se fixe comme objectif, de couvrir donc une partie des besoins des pays africains. Et ça, c'est une marque de solidarité qui est renouvelée dans la composante sanitaire de cette coopération et de cette conviction africaine. Alors il parle du dialogue, on l'a dit dans son intervention d'hier, où il appelle les Algériens à apprendre à se parler et à se concerter. Je vous propose de l'écouter. الكل النقابات في الجزائر نداء باش ما نزيدش نرمي الزيت فوق النار. كل المشاكل تتحل وتعطى تعليمات لكل القطاعات انهم يفتحوا نقاش pour revoir les salaires, pour revoir les statuts, pour revoir. Ça demande du temps. ماكش محتاج انت باش تخلق بالبلا باش ولا واحد ضغط على رئيس الجمهوريه باش نحى الDRG، ولا واحد ضغط على رئيس الجمهوريه باش يزيد يقلص كل لي زوت كاتيجوري من هذه والا هذه. الجزائر نبنوها مع بعض. Monsieur Colsi, votre lecture? Voilà, d'ailleurs, quel meilleur exemple que cette rencontre périodique du président de la République avec les citoyens via des journalistes. C'est vraiment l'exemple parfait disons, d'un dialogue périodique, je dirais régulier, et nouveau, surtout, avec les Algériens, évidemment, via les journalistes. Donc c'est vraiment la symbolique ou la quintessence de ce que voudrait le président de la République, que ça se passe. Ce n'est plus l'institution fermée, inconnue, mystérieuse, barricadée, bureaucratique, qui s'adresse uniquement via des communiqués secs ou incompréhensibles à la société. Non, il y a ce qu'on appelle ce rapport chaleureux, ce rapport de proximité, ce rapport quasi intimiste. Là, il est en train de s'adresser avec les mots de tous les jours, dans un langage accessible, sur des questions que vivent les Algériens. Et c'est ça, ce dialogue. C'est important aujourd'hui que le citoyen se sente à l'écoute, se sente au centre des préoccupations de l'État algérien. Tout à fait. En leur parlant dans ce format-là, il est en train de leur dire, en fait, je vous écoute. Je ne suis pas uniquement en train de m'adresser à vous, mais je suis en train de vous écouter. Et c'est pour ça que ce dialogue-là, avec les différentes organisations ou institutions, c'est ce qu'on voudrait qu'il se passe. Oui. Alors aujourd'hui, il a dit le président de la République, M. Zitouni, c'est un peu aussi éviter toute anarchie, que cela se fasse dans les règles, selon les principes de la loi, que ce soit, on l'a dit, un cadre réglementé, ouvert au dialogue. C'est important aujourd'hui pour les citoyens de savoir que leurs revendications sont prises en compte. Alors là, si vous permettez, le message, il est à plusieurs dimensions. D'abord, on a tous souligné la pédagogie, le parler populaire du président de la République. Il utilise souvent des dictons populaires pour bien se faire comprendre. Et tout ça est une façon finalement tébloumienne de s'adresser à la nation. Maintenant, en ce qui concerne l'appel au dialogue, on peut y voir peut-être un clin d'œil à ce qui se passe au sein du FLN. On peut aussi y voir un clin d'œil de façon plus générale à ceux qui tendaient auparavant à opposer des instrumentalisations d'un certain nombre de revendications sociales par des groupes au pouvoir pour essayer de tirer avantage ou qui reflétaient une certaine concurrence au sein du pouvoir. Et là, on voit bien que le président de la République voudrait en tout cas que les choses se fassent dans la légalité, dans le droit, dans le respect des formes du droit. Et vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, le président de la République a souligné que nous étions un État de droit, aussi bien en interne que dans nos relations internationales, et que parce que le droit nous guidait, il y avait une façon
de faire une forme d'action qui rejoignait le fond. Et c'est là où on voit bien que le président de la République, de façon très fine, cette finesse des gens du Sud, de façon générale, indique bien ses sentiments par rapport à un certain nombre de choses qui se passent sur la scène politique partisane et qui, là, il est en train de donner des petits signaux pour dire, messieurs, tout peut se faire pourvu qu'on respecte les règles de droit, que ce soit au niveau des partis, au niveau des syndicats, au niveau de la société civile. Alors justement, hein, aujourd'hui, on le disait, les citoyens étaient au cœur des préoccupations. On sait qu'il y a eu beaucoup de tensions ces derniers mois, tensions sociales. Aujourd'hui, on agit concrètement. Le président de la République, je vous le rappelle, a parlé de cette loi pour lutter contre la spéculation avec des peines allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement minimum, hein, qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Je vous propose d'écouter un extrait. عدو اللدود نتاع اي اقتصاد واي مواطن هو المضارب والمضاربه. هذا هي لان نشوف مثلا بالنسبه للعجائن بصفه عامه سباغيتي مقارون الامور هذه علاش ترتفع؟ ما زدناش في الاسعار تاع السميد باقي مدعم من طرف الدوله، الماء باقي مدعم، الكهرباء باقي علاش ارتفاع الاسعار؟ علاه؟ وراها خلفيات ورانا معاها، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فائده خاصه لهم ومستعملينهم جماعه نتاع العصابات. Alors voilà, hein, donc aujourd'hui, ce phénomène vise à faire monter la tension sur le plan social. La lutte contre la spéculation est devenue une priorité aujourd'hui afin de préserver le pouvoir d'achat des Algériens et la paix sociale également. Tout à fait. Moi, je pense que c'est un rapport direct. Sur le pouvoir d'achat, il y a eu action des pouvoirs publics sur la demande, puisque donc l'indice qui calcule le salaire dans la fonction publique a été relevé, donc pour pouvoir améliorer les revenus salariaux. Oui. Et également l'IRG et aussi l'IRG donc les taux d'IRG ont été baissés pour les salariés. Alors ça va permettre, disons, de donner un peu plus de capacité de ressources pour les ménages, en tout cas les plus... Mais la lutte à côté de la spéculation est importante, sinon ça va augmenter en fonction de l'évolution des salaires. Si vous ne traitez que cette partie de la question, qui est celle d'agir uniquement sur la demande, ce n'est pas suffisant. Il va falloir agir également sur l'offre. Parce que ça a été bien indiqué dans l'intervention du président de la République, de façon très claire, ça a été identifié. Il y a des captages de rente qui sont faits sur la production de biens et de services, sur un certain nombre de biens qui sont subventionnés par ailleurs par le budget de l'État, donc par les citoyens. Oui. Il a relevé que 150 minoteries avaient été... on peut rajouter... avaient détourné ça, c'est un exemple qui est, on peut rajouter également d'autres formes de détournement de biens qui sont subventionnés, mais qui sont des intrants dans la fabrication d'un certain nombre de produits finaux qui sont consommés par les citoyens et qui sont vendus au prix libre. Oui. C'est-à-dire, donc, ils ont des intrants qui sont, eux, subventionnés, qui sont donc à des prix administrés, et en revanche, ils revendent ça à des prix libres, c'est-à-dire à des prix... il y a un profit, un bénéfice... il y a des super profits, il y a des captages de rente qui sont inacceptables. Et on peut identifier ça aussi au niveau de l'arboriculture, par exemple. L'État, pendant des années, les politiques publiques ont soutenu tous les programmes, je parle du PNDAR, du Plan national de développement agricole, où les budgets ont été très importants pour pouvoir soutenir le développement de l'arboriculture. Et lorsque ça vient, donc ces arbres ont été mis en place avec le soutien public, et donc on se retrouve avec des fruits et légumes sur les marchés, dans le panier de la ménagère à des prix européens. C'est inacceptable. C'est-à-dire que le long de ce processus, il y a eu là aussi des captages de rente qui auraient dû bénéficier un peu plus. Monsieur Zitouni, il parle aussi, le chef de l'État, de motivations politiques qui sont à l'origine de l'augmentation des prix, notamment des pâtes, des lentilles et des pois chiches, qui visent à créer l'instabilité. Quelle est votre lecture à ce sujet? Pour moi, le président Tebboune est quelqu'un qui comprend l'économie comme les
anglo-saxons la comprennent, c'est-à-dire une économie politique. Et donc, il n'y a pas d'économie neutre, il y a une économie politique et sociale, et c'est ce qu'il indique à plusieurs reprises lorsqu'il fait l'articulation avec les secteurs de la rente, comme vient d'en donner plusieurs exemples, M. Mekidesh. Et ces manipulations politiques ne sont pas simplement locales, ce sont des manipulations politiques locales avec des relais internationaux qui viennent défendre leurs intérêts. Et si on reprend par exemple l'argumentaire de M. Mekidesh, que ce soit sur les céréales ou que ce soit sur les arbres fruitiers, eh bien, il faut voir qui nous vend les semences, par exemple, ou le grain. Et à ce moment-là, on comprend un petit peu que nous avons des articulations internationales et nationales organisées autour des secteurs de la rente. Et c'est exactement cela qu'il faut transformer. Et là, le président de la République a une méthodologie que je trouve formidable. C'est-à-dire qu'il dit, bon, nous avons hérité depuis finalement début des années 90 et il nous faut maintenant trouver des moyens consensuels de transformer cela en économie au moins non rentière. Je ne dirais pas productive, mais plutôt non rentière. Et là, je crois que c'est une attitude nouvelle qui vise à donner plus de densité à l'action gouvernementale. Et maintenant, sur les voies et moyens, ce sont des choses qui doivent être, je pense, discutées, essayées et voir quels sont ce qui est le plus efficace. D'où le rappel à l'expérience italienne d'après-Seconde Guerre mondiale. Oui. Et là, je voudrais dire tout simplement et très rapidement... C'est à 80%, comme l'a été cité dans l'informel. Voilà, sauf que l'économie familiale d'après-guerre italienne était déjà sur une petite dynamique de production locale, artisanale, alors que nous sommes sur de l'importation. Et que ce sera quand même extrêmement difficile de transformer les cultures entières en cultures productives. Ça, c'est un grand questionnement. Il faut se tourner vers des exemples comme ça. L'Italie a été prise en exemple, basée sur des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui qui a réussi à dépasser ce cap. Oui, je voudrais juste poursuivre votre idée. La production existe. Elle y est. La preuve, à chaque coin de rue, on trouve un marchand de fruits et légumes. Donc, preuve que non seulement que la production y est en quantité, mais que c'est aussi une activité lucrative. Maintenant, pour revenir à la spéculation et ces mesures, disons, lourdes sur le plan des peines, bien sûr, parce que quand il s'agit à ce niveau de la spéculation et pour ce type de produit, bien évidemment, la question relève de la sécurité nationale. Puisque ça peut être le carburant qui pourrait faire bouillonner la société. Et à partir du moment où une société devient incontrôlable, ça veut dire que toutes les infiltrations sont possibles. Ça peut commencer... il y va de la stabilité d'un État. L'allumette peut être une boîte de spaghettis, mais sa conséquence... Elle se démultiplie quand elle s'ajoute à un mécontentement généralisé, quand ça s'ajoute à l'eau, au travail, au coût de la vie, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que... Il fallait des mesures fermes ce n'est pas uniquement une affaire de production de matières premières ou de produits agricoles, mais c'est vraiment une question de politique intérieure et de sécurité nationale. Il s'agit d'une volonté politique. Ce qui est intéressant dans la démarche et la méthodologie du président de la République dans la prise en charge de la complexe de l'informel, c'est qu'il aborde sous plusieurs angles d'analyse. D'abord en tant que secteur qu'il va falloir formalisé mais dans le temps long, en segmentant, évidemment, les hauteurs dominantes, donc c'est-à-dire ceux qui participent donc à un captage puissant de rente et puis avec des démarches qui sont extrêmement dangereuses et qui peuvent porter atteinte à la paix sociale. Mais dans le même temps, donc, il y a également l'approche pour pouvoir faire du secteur informel un secteur qui puisse participer au financement de l'économie sous des formules qui vont que l'Algérie va devoir mettre en place. Absolument. Donc il y a eu des échecs dans le passé sur des formules, je vous rappelle, des 7% libératoires qui n'ont pas donné. Mais il peut y avoir des formules qui peuvent, dans le temps long, formaliser de plus en plus un certain nombre d'entrepreneurs, parce qu'il faut on parle du recours à la finance islamique. Ça peut être une solution. C'est une des solutions, mais c'est pas la seule. Donc je pense que c'est une des solutions qui peut être
Elle va éviter le facteur d'éviction de ceux qui veulent donc investir, mais qui ne veulent pas passer par l'intérêt qui est interdit par la charia. Ça peut être. Mais il y a d'autres formules. Et c'est pour ça que donc le recours à l'expérience italienne, l'Italie a formalisé progressivement son économie et a construit une économie dans le temps long. C'est-à-dire que ça ne se fait pas, mais il va falloir avoir un cap et une vision. Et je crois que c'est cette vision que le président de la République a tenu à faire partager aux citoyens dans son émission d'hier. Alors, monsieur Kossi. Je voulais dire, effectivement, mais au-delà de ces formules et de ces mécanismes qui peuvent être, disons, techniques ou financiers, il y a une autre formule, à mon avis, elle est beaucoup plus, je dirais, de l'ordre de l'humain et du social, c'est la confiance. C'est cette formule-là. Oui. Comment faire pour amener celui qui pense que l'informel ou ce qui est invisible ou ce qui est en dehors de la sphère publique plus profitable que de devient profitable à la collectivité. Comment créer cette confiance? C'est peut-être, je dirais, on est à une période charnière de notre histoire où il faut peut-être un sursaut moral, un truc éthique, pour que l'Algérien dise basta, stop, je veux être algérien. Et c'est pour ça que Tebboune, je pense qu'il s'adresse à la partie éclairée. Vous disiez tout à l'heure, il y a un problème de mentalité qu'il faudrait peut-être revoir, échanger sur la façon de faire, la façon d'agir. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un mécanisme bien ficelé, fait par des experts, si il n'y a quelque pas l'adhésion, part, il n'est pas socialisé. Si quelque part, il n'est pas réapproprié par la société civile, il restera un plan étranger. Il y aura une distanciation, pour prendre un terme à la mode, tant qu'il n'est pas intériorisé, qu'il sente que ce mécanisme fait partie de lui, de son histoire, de son destin. Voilà, une appropriation. C'est mon avenir, il est en Algérie. Il est à ce niveau, il est de cette manière et sous cette forme-là. Alors, le chef de l'État a mis en avant donc, sa détermination à absorber les fonds en circulation sur le marché parallèle par le biais de plusieurs moyens et mécanismes. Vous les avez cités, notamment la finance islamique, la confiance, le rétablissement de la confiance qui est important également. Mais il a réaffirmé par contre que le refus de l'Algérie d'aller vers l'endettement extérieur, un choix pareil, serait un suicide politique selon ses propos. On l'écoute, on revient après pour le commenter. يسطروا لنا في طريق باش نمشي للاستدانة ما نمشيش للاستدانة هذه من باب مستحيلات مشيش أنا ما نديش بلاد للانتحار السياسي أولا ثانيا صندوق النقد الدولي احنا مشاركين فيه أكبر قسط أكبر حصة شاركنا فيه ب5 ملايير دولار يجي يقول لك اليوم ما بين توصيات ماهوش الوقت نتاع لي ريفورم ستركتورال يعني كومان دي لي ريفورم هيكليه اصلاحات هيكليه مش وقتها بينما عالميا كل الدول اللي تستعان بصندوق النقد الدولي اول وصيه يوصوا بها في الوصفه تاعهم هي الريفورم الاصلاحات الهيكليه احنا نقول لك لا سي با المومون يعني حابين يضغطوا على الجزائر باش تروح الاستدانة. ما تضغطش علينا، ما يضغطش علينا، ما احنا احرار. التوصيات تاعهم نجم ندير عليها نجم ما نديرش عليها. ولكن احنا بصفة بكل نزاهة نسمعوا الرأي تاع الآخر في اقتصادنا. البنك العالمي يقول شيء آخر. البنك العالمي يقول لك احنا متفاجئين بقدرة التحمل تاع الاقتصاد الجزائري، لا ريزيليونس، الكاباسيتي دو ريزيليونس دو ليكونومي الجزائريenne في هذا المحيط الهايج العالم. Alors, M. Zitouni, je vous donne la parole d'abord sur cette déclaration sur le Fonds monétaire international qui, comme le dit le chef de l'État, agit comme si il préparait le terrain à l'endettement et qui prône aussi le report de la mise en œuvre des réformes structurelles. Refus total aujourd'hui de l'État d'aller vers cette solution. Dans le même temps, il y a la Banque mondiale qui prévoit un taux de croissance de 4%. Donc, comment aujourd'hui faire une lecture de ces informations ? Mais moi, je crois qu'encore une fois, il faut revenir à Sir Abdelmajid Tebboune dans le texte, une lecture politique, puisqu'il parle d'économie politique. Et là, on voit bien qu'il y a une différenciation politique entre le Fonds monétaire international, à direction française, faut-il le rappeler, et la Banque mondiale, qui est plus à direction américaine. Et là, on voit bien
que le Fonds monétaire international, dans ses directives, prône une gestion des réserves, donc en réalité une attitude de gestion de la rente, alors que la Banque mondiale, elle prône des réformes structurelles. On peut discuter maintenant de la nature des réformes structurelles, mais en tout cas, elle est plus sur la base des réformes structurelles pour transformer une économie rentière. Et là, je crois qu'il y a aussi un clin d'œil appuyé par rapport aux influences étrangères qui s'exercent à travers les institutions multilatérales, et il indique qu'il n'est pas dupe. Et je crois que le message a été reçu 5 sur 5, d'autant que le président de la République a rappelé que l'Algérie avait fait l'effort de financer le Fonds monétaire international de 5 milliards de dollars qui peuvent être tirés en DTS, en droits de tirage spéciaux, en cas de besoin, mais à condition de faire des tirages à notre mesure, c'est-à-dire de la manière dont on veut les utiliser. Et de ce point de vue-là, la République algérienne démocratique et populaire est en position de force par rapport au FMI. Je voudrais juste, avant de laisser mes confrères s'exprimer, dire que sur la Banque islamique, il y a eu une petite critique du président de la République, puisqu'il dit au filigrane qu'il n'y a pas, que ce mouvement semble s'arrêter, qu'il n'y a pas suffisamment de banques, qu'il n'y a pas suffisamment d'agences qui proposent ces services à travers le territoire national. Donc là, il y a peut-être, il indique peut-être un rapport de force, là encore politique, au sein de la haute administration financière qui n'est pas peut-être aussi convaincu que ça par la Banque islamique, tout simplement parce que aussi dans le secteur des finances, il y a des positions de rente qui seraient bousculées par la Banque islamique. C'est un débat politique de fond. Alors, votre vision d'économiste, Monsieur Mekidech, ce refus total de l'endettement, vous qui l'aviez privilégié à un certain moment, aujourd'hui on parle carrément d'un suicide politique si on va vers le FMI, qui aujourd'hui on le dit, on a réussi quand même à baisser la facture des importations à 31 milliards de dollars contre plus de 60 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a là une baisse structurelle ou conjoncturelle ? Je vous corrige, je n'ai pas privilégié on avait parlé à l'endettement. Non, ça aurait pu être une solution. Je vais être précis. Oui. J'ai indiqué qu'il fallait trouver des sources de financement, y compris extérieures, pour financer la relance. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est assez paradoxal que la pression se fasse maintenant dans une situation où sur le plan de la conjoncture économique, la résilience de l'Algérie n'est pas uniquement une vue de l'esprit, mais c'est concrétisé avec un certain nombre d'indicateurs qui sont clairs. Je vais vous les citer. Nous allons clôturer l'année en cours avec 33 milliards de dollars en matière d'exportation d'hydrocarbures, auxquels il faut ajouter les 4,5 milliards de dollars qui sont actés, qui vont se réaliser comme exportation hors hydrocarbures. Les trajectoires des courbes qui sont signalées, données par les douanes sont claires. Et nous allons donc clôturer l'année 2021, l'année budgétaire 2021 ou l'année économique 2021 avec 37,5 milliards de dollars et avec des importations donc, de marchandises qui seront à 30. C'est-à-dire que notre balance commerciale est rééquilibrée et de loin, elle est excédentaire. Oui. 2, la pression sur notre balance des paiements s'est desserrée. C'est desserré, donc en ajoutant, en prenant ce chiffre de 37,5 milliards de dollars auxquels il faut ajouter les DTS, les droits de tirage spéciaux auxquels nous avons droit au titre de membre du FMI. Ceci indique que nous ne sommes pas dans une position où on peut faire n'importe quelle pression sur nous. Nous sommes loin de la situation de 90. Peut-être qu'au moment le plus difficile est passé. Le moment le plus difficile, c'est celui que nous avons traversé lors de la crise post-Covid, avec 21 milliards simplement de recettes d'hydrocarbures sur les 33 qui étaient prévus, et avec une situation extrêmement complexe, et avec donc l'ensemble des politiques qui ont été mises en œuvre, et sur laquelle la résilience de l'économie algérienne donc, a opéré. Et ça indique que la question
il ne s'agit pas d'endettement, il s'agit de voir quelles sont les sources de financement possibles pour notre relance. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'aller s'endetter pour le plaisir de s'endetter, mais notre balance des paiements pour le moment, et donc, il n'y a pas de feu au lac, comme disent les Suisses. On peut effectivement, et là donc je rejoins ce que vous avez dit, on peut avoir d'autres sources de financement qui proviennent de l'extérieur. Je pense moi au financement, donc aux sources de financement dans le cadre de la coopération bilatérale avec des États amis pour financer avec des crédits concessionnels sur le long terme et avec des délais de grâce plus longs et des taux d'intérêt plus bas. Je pense au port de Hamdania, on peut le faire, on peut voir donc son financement possible avec un partenaire chinois. Je pense également pour les projets qui sont lancés par nos opérateurs, la Sonatrach en particulier, je termine sur le project financing pour pouvoir financer à partir d'un financement extérieur, mais qui est lui, du coup, si vous voulez, équilibré par les cash flows du projet en question. Et donc ça, c'est tout à fait acceptable parce qu'on n'est pas insulaire, on est dans un système économique international. Alors cette situation économique, comme vous le disiez, plutôt positive sur certains chiffres conjoncturels, absolument, nous permet aussi aujourd'hui d'asseoir nos positions, de les maintenir. C'est ce qui avait été dit par le chef de l'État dans d'autres discours. Aujourd'hui, tout est lié, même sur le plan géopolitique. Il y a toujours une lecture à faire sur le plan géopolitique. Monsieur Zitouni, je vous donnerai la parole juste après. On va arriver à la deuxième partie de cette émission. C'est nos relations internationales, sur la politique étrangère qu'adopte l'Algérie, notamment sur la dernière tension entre la France et l'Algérie. Sur cette question, l'État algérien demande un respect total, ou exige plutôt un respect total de l'État algérien. Je vous propose d'écouter la déclaration du chef de l'État. On revient juste après. احترام كامل للدولة الجزائرية. ننسى باللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا. دولة قائمة بكل أركانها بقوتها، بجيشها القوي، باقتصادها اللي ماشي وتقوى، بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. إذا كان نمشوا بهذه الظروف صح، العلاقات هذا شعب، مسؤولية نتاع الشعب، نتاع أمة، نتاع تاريخ، والتاريخ ما يتزيفش. نقدرش باش نعجبك نقول لك لا ما كان والو، الشيء الآخر كله أمور داخلية نتاعهم. Alors, M. Zitouni, donc voilà, l'histoire ne peut être falsifiée. Les relations avec la France relèvent de la responsabilité du peuple et de l'histoire. Aujourd'hui, on demande, ou l'Algérie exige un respect total de l'État algérien. Oui, absolument. Et ce que j'ai apprécié dans la position du président de la République, plus que le fond, qui est largement partagé par l'État et la société de façon générale, c'est la méthodologie, encore une fois, l'approche. Vous voyez, il met des principes. Les principes, c'est le respect absolu de nos souverainetés nationales. Mais il ne délimite pas, il ne donne pas de contenu à ce respect. Il ne le mesure pas. C'est-à-dire qu'il laisse l'ambiguïté, elle est là, ce qui lui permet de mettre en œuvre une pression à sa mesure, à la mesure qu'il estime juste. Cette façon de faire très politique me semble intéressante. On l'a vu lorsqu'il a discuté des conditions dans lesquelles le survol pouvait reprendre. Il n'a pas écarté l'hypothèse, mais il ne dit pas quelles sont les conditions pour une telle reprise. Et de ce faisant, il s'ouvre des marges de manœuvre politique très importantes, de la même façon qu'avec le GME. Il dit qu'il y aura du gaz qui ira directement en Espagne, mais il ne dit pas forcément qu'il ne fournira pas du gaz au Maroc et au Maroc uniquement, mais il ne le dit pas non plus. Cette façon de communiquer et de laisser l'ambiguïté ouverte est tout à fait intéressante. Et là, on voit Saad Majid Tebboune, le politique. On ne sort en politique de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et c'est faisant sienne cette règle qu'il adresse les messages nécessaires au niveau nécessaire d'une manière intelligente,
c'est-à-dire d'une manière extrêmement politique. Très bien, Monsieur Colsi, aujourd'hui, le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par cette décision, par ce respect total d'État à État souverain. Oui, je voudrais juste peut-être souligner quelque chose qui semble évident, mais important à rappeler, c'est que l'Algérie, sur ces questions-là, se situe sur le plan de la réaction, c'est-à-dire que la crise avec le Maroc ou le rappel de notre ambassadeur de France est venu à partir d'un certain nombre d'actions et de propos hostiles. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas été dans l'agressivité, bien au contraire. On parle d'ingérence carrément dans les affaires internes du pays. Elle n'a pas été dans l'action agressive ou dans l'hostilité, mais bien au contraire dans la réaction pour dessiner des frontières. C'est-à-dire que l'Algérie n'entre pas dans les histoires internes des pays, mais refuse évidemment qu'on vienne aussi se mêler de nos affaires. C'est-à-dire, vraiment, c'est une réaction. Et c'est ça qu'il faut peut-être souligner au début, que l'Algérie n'est pas dans une position d'agressivité ou d'hostilité vis-à-vis de l'environnement régional, mais uniquement pour tracer des frontières. Et c'est pour ça que je fais peut-être un lien avec le sujet qu'on a déjà clos, c'est sur cette question du FMI. C'est parce que ça nous rappelle des années passées où l'Algérien se retrouvait pratiquement entre les mains d'institutions ou de pays. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Et quand le président Tebboune dit « il n'en est pas question », en fait, dans pouvoir public, il y a le mot « pouvoir ». Il y a toujours un moment où l'État use de sa force, de sa souveraineté, de son poids pour dire « non, je refuse ceci », même au prix de certaines choses. Pourquoi d'autres pays ont promis à leur peuple du sang et des larmes pour s'en sortir? Et pourquoi l'Algérien devrait aller immédiatement à la moindre menace, aller ailleurs demander de l'argent? Non. Monsieur Mekdech, agir d'égal à égal aujourd'hui, c'est important. Tout à fait, absolument. Moi, je pense que d'abord, l'économie, c'est de la politique concentrée, donc je vous l'avais dit. Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit, sur l'exemple qu'a cité à juste titre Zitouni sur le GME. L'Algérie, dans cette position sur le gazoduc Maghreb-Europe, dont j'avais participé en son temps non seulement à l'engineering, mais également à la réalisation en tant qu'ancien directeur général de l'entreprise nationale d'engineering pétrolier, au moment où l'Algérie intégrait, si vous voulez, ce GME dans une vision géopolitique. C'était donc dans un cadre maghrébin, avec donc l'autre gazoduc Enrico Mattei qui part, lui, vers l'Italie. Et que, alors, l'Algérie n'a jamais dit un seul instant dans son discours diplomatique ou politique qu'elle allait donc arrêter ou pour le GME. C'est le voisin de l'Ouest qui a dit qu'il n'allait pas renouveler le contrat de transit, parce qu'il s'agit d'un contrat de transit et d'un contrat commercial pour d'autres aspects. Et l'Algérie, de ce point de vue, a laissé faire, puisqu'elle avait la solution de rechange. Et nous avions deux moments qu'il faut rappeler. C'est la visite de l'ambassadeur d'Espagne à notre ministre de l'Énergie, d'une part, et d'autre part, à la visite du ministre des Affaires étrangères qui est venu s'assurer. Les Algériens ont tout à fait donc, indiqué qu'il n'y aurait aucun problème. Donc la solution de rechange était mise en place, elle était même opérationnelle. Et si même il y avait une panne, il assure que ce sera transporté avec les navires algériens. De ce point de vue-là, il s'agit donc d'avoir une position qui soit compatible avec les pratiques diplomatiques internationales, y compris donc le fait que la souveraineté d'un pays ne se négocie pas, ne se discute pas. Donc il y a des limites et ces aspects-là. Et je voudrais juste rappeler un exemple sur lesquels donc de coopération qui est un exemple gagnant-gagnant que nous avons vécu, c'est la dernière inauguration en Turquie en présence du président directeur général de la Sonatrach du projet de polypropylène avec la partie turque et qui est un grand projet donc de pétrochimie où Sonatrach a 33% de participation dans ce projet-là, dans un projet qui est fait en Turquie et qui permettra donc de placer nos capacités de GPL, notamment de propane, sur un marché captif. Ça, c'est une...
Et à l'inverse, les Turcs ont eu comme investissement l'investissement à Arzew d'une usine sidérurgique. Ça, c'est des types de relations qu'on n'a pas souvent retrouvées dans la relation asymétrique que nous avons à ce jour avec l'Union européenne. Absolument. Ça, j'en parlerai si vous me donnez l'occasion. Oui, et on essaie d'avancer un petit peu parce qu'il y a encore plusieurs chapitres qu'on va aborder, puisque vous parliez tout à l'heure des attaques qu'il y a eu de la part de la France avant cette déclaration. Je vais vous donner la parole, M. Zitouni. Il n'y a jamais eu de 7000 Algériens refoulés de France. C'est un grand mensonge. Il s'agit de 94 cas, dont 16 cas extrémistes impliqués dans des affaires de terrorisme qui ne seront jamais autorisés à rentrer sur le territoire national. Oui, alors là, c'est un vrai scoop. C'est un scoop extraordinaire que nous livre le président de la République. Je vais vous interrompre, M. Zitouni. Juste, on va l'écouter et je vous redonne la parole. تقليص التأشيرات قضية سيادية كل دول بما فيها احنا بشرط أنها تحترم اتفاقية إيفيان واتفاقيات 1968 اللي تملي بعض الإجراءات. ما تخلطنيش في دول أخرى، أنا دولة خاصة معك وفيه اتفاقيات اللي تربطنا أولا. ثانيا سي موسى درمانا بناها على كذبة كبيرة. Il n'y a jamais eu de 7000. jamais eu. عمر فرنسا ما هدرت معنا على أكثر من 94. قائمة اللي جات في 2020 قائمة جات 3 قوائم جو في 2021 بيناتهم لما تنحي لو دوبل امبلوا 94 كا منهم 21 تقبلوا دخلوا منهم 16 مرفوضين تماما الى ان يرث الله الارض وما عليها ما يدخلوش لان مرتبطين بالارهاب جو من سوريا ولا جو من كذا ولا من هذه ناس اللي وصلوا للتطرف تم عندهم بأيام او دو بيناسيونو وكاين ناس اللي ما عندهمش عائلات هنا اما هذه 7000 jamais il n'y a eu ça. Voilà la déclaration donc, du président de la République, ce qu'il qualifie sur ce gros mensonge d'État, hein, M. Zitouni. Oui, absolument. Reprendre Tebboune, c'est un véritable scoop qu'il vient de donner. Et au-delà de la dénonciation du mensonge, je crois que le président de la République est en train de livrer des pistes. En réalité, que nous dit-il? Il nous dit qu'il y a une cabale politique qui est montée contre l'Algérie, puisqu'on parle de 7000 alors qu'officiellement et les bordereaux... On a, je pense, un souci de connexion. Oui. Alors, Monsieur Koulsi, je vous donne la parole sur cette question-là. Quand même, c'est pas rien aujourd'hui. Quand on parle de 7000 Algériens refoulés de France alors qu'il s'agit de 94 cas. Ça veut dire qu'on est vraiment dans, je dirais, la guerre des chiffres. Mais en fait, au-delà de ça, c'est comment dire... Pourquoi en arriver là? Pourquoi ce mensonge? Mettre la pression? Cette simultanéité des attaques qui viennent d'un peu partout, au moins devrait nous rassurer. Ça veut dire que l'Algérie est sur la bonne voie et peut-être qu'elle a mis le doigt là où ça fait mal, d'abord. On voit comment il essaie de Macron de cette technique de plus en plus utilisée de s'adresser au peuple par-dessus le gouvernement dans cette guerre de 4e G, comme on dit, de génération. C'est comment essayer d'utiliser la parole politique ou la stature du chef d'État pour influencer la mentalité, coloniser des mentalités. Il est en train de parler, par exemple, sur cette rente mémorielle, comme si il s'agit d'un fait d'histoire passé qui explique que tout le temps l'Algérien se sent obligé de s'agripper à quelque chose qui est passé. C'est pas vrai parce que cette position qu'on a pour les mouvements de libération nationale, pour, en ce qui concerne le dossier palestinien ou du Sahara occidental, tire sa sève en droite ligne
de notre vécu, de notre histoire. Ça veut dire que ce que lui appelle rente mémorielle, en vérité, c'est une position actuelle qui se renouvelle tout le temps, tant qu'il y a une réalité coloniale qui nous rappelle notre histoire. On n'est pas en train de vivre dans le passé ou d'utiliser le passé, on est en train d'utiliser une position immuable concernant les mouvements de libération nationale par rapport aux questions de l'heure. Il ne s'agit pas de passé, comme lui le soutient, mais il s'agit d'une position actuelle en ce qui concerne la Palestine et l'Israël occidental. Merci. Et là, c'est deux choses totalement différentes. On a pu reprendre ou rétablir la connexion avec M. Zitouni. Je vous laisse terminer votre idée. Oui, vous m'entendez à nouveau? Oui, parfaitement. Alors, je voulais dire que ce scoop, en réalité, le président de la République nous indique également la cabale politique qui est menée en filigrane par le ministère de l'Intérieur français. Quand on connaît la sociologie de ce ministère et son histoire, on peut parfaitement imaginer les connexions et avec le secteur militaire d'une part et avec le secteur de l'extrême droite d'autre part. Et vous comprenez là qu'il y a les éléments qui ont poussé le ministre de l'Intérieur français à dire des mensonges. En réalité, il y a une cabale politique et en dénonçant cette cabale politique, le président de la République remet le débat là où il est. Finalement, c'est une affaire franco-française dont on voudrait nous faire essuyer les plats. Oui, Monsieur Mekidech, peut-être une intervention sur ce sujet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des tensions de part et d'autre, la France, le Maroc. Il y a des répercussions sur le plan économique aujourd'hui, on l'a dit, avec le gazoduc. Il y a, vous l'avez dit, le Maroc disait pouvoir, que ce n'était pas aujourd'hui important, mais finalement, il accuse le coup aujourd'hui. Oui, c'est un coût économique important. Il devra payer le gaz maintenant, donc à un prix européen. Donc, c'est-à-dire, vous avez vu l'augmentation de cette ressource qui est passée de 4 $ à plus de 30 $ sur les marchés européens. Et là, je signale simplement l'intervention de Poutine sur la question qui m'a semblé extrêmement intéressante. Moi qui suis donc intéressé par les questions énergétiques, donc il a déclaré que finalement c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que les pays de l'Union européenne et l'Union européenne en tant qu'instance donc a tout fait pour éliminer les contrats à long terme auxquels nous avions souscrit, d'ailleurs les contrats à long terme avec les clauses take or pay et les clauses de destination, et nous avons souffert de ça parce que ces types de contrats permettait d'abord de financer donc des contrats de gazoducs transcontinentaux, comme ceux que nous avons fait en direction de l'Espagne et de l'Italie, les 3, et également permettait, si vous voulez, d'avoir une visibilité et des prix qui soient prévisibles. Or, dès que le courant libéral l'a emporté au sein de l'Union européenne, par sa directive sur l'énergie, a remis en cause ces contrats, y compris vis-à-vis de nous, et qu'ils ont tout fait pour que ce soit donc le marché spot, c'est-à-dire le marché libre, l'offre et la demande, qui réglemente. Alors l'arroseur a été arrosé, maintenant il se retrouve avec une situation extrêmement délicate que Poutine a signalé de façon assez pertinente. Il y a d'autres raisons, mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, l'Algérie ne va pas pouvoir bénéficier de cet effet d'aubaine parce qu'il faudrait des quantités supplémentaires à mettre sur ce marché, mais également parce qu'elle est restée là aussi dans la diplomatie économique, dans ses positions économiques, fidèles à ses engagements de long terme, donc sur des prix qui sont, si vous voulez, signés dans des contrats de long terme, avec des formules d'indexation qui ne sont pas aussi rémunératrices qu'elles pouvaient l'être maintenant, mais qui témoignent, si vous voulez, de la crédibilité sur le plan économique, des engagements internationaux de l'Algérie sur le plan économique. Alors on va poursuivre le débat avec les déclarations du chef de l'État. Je reprends avec vous, Monsieur Zitouni, notamment sur cette question des mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie contre ceux qui constituent des menaces pour sa sécurité et son intégrité, citant le chef de file du mouvement séparatiste et terroriste, le MAC. Je vous propose d'écouter la déclaration du président de la République. On est en train d'épuiser toutes les formes juridiques et judiciaires. Il faut qu'il soit... on respecte les décisions des autres pays, on les respecte.
la légalité internationale, il faut qu'elle soit respectée par les autres. Il ne faut pas qu'elle soit à géométrie variable. Tu expulses des gens parce qu'ils te dérangent, mais ceux qui travaillent avec tes services, ceux qui travaillent khabarjia, non, c'est de bon, hadouk mlah, khallihom. Marche pas comme ça. Marche pas comme ça. احنا الدول الصديقة والشقيقة احترموا les mandats d'arrêt qui étaient émis contre un tel ou التقدر ولا غيره ولا هذا ولا ceci. Et on continue à demander. Nous demandons le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste. Il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. Monsieur Zitouni, hein, voilà, donc Farhat Mehani doit être livré à l'Algérie, c'est la déclaration du chef de l'État. Oui, alors je crois que là, nous avons quelque chose de long terme qui est en train de se nouer. En effet, ça va être une revendication permanente de la République algérienne démocratique et populaire, comme l'est d'ailleurs sur un autre plan, la question mémorielle. Et là, nous sommes en train de voir le président de la République mettre au point un objectif qu'on appelle un abcès diplomatique, un point de fixation diplomatique qui va lui permettre, d'une part, de contraindre les partis en France d'extrême droite qui s'allient aux racistes du MAC, et d'autre part, d'isoler en interne ces racistes à un niveau infranational et dans leurs prolongements régionaux, culturels et politiques. Et là, on voit bien que le président de la République prend à bras le corps cette question et que là, nous avons un levier de manœuvre extrêmement puissant. Ça va être une revendication permanente et, rappelez-vous de ce que nous disions tout à l'heure, parmi les conditions du respect de la souveraineté, il y a également le respect de la souveraineté juridique. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre le terroriste Farhat Mehani. Il nous faut donc le livrer parce que l'Algérie a des preuves. Et ça va structurer une partie des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Là, il y a véritablement un maître du président de la République. Voilà, on parle de preuves, hein, Monsieur Colsi, aujourd'hui, qui étaye aujourd'hui cette demande hein, d'extradition du chef du MAC. Oui, et là, on est, disons, face à un argument imparable aux chiffres que fournit Macron et qui sont sujets à caution. Le président Tebboune met un nom et un visage. Si vous voulez expulser un certain nombre d'Algériens sur papier ou d'Algériens entre guillemets, donnez la preuve que vous êtes vraiment dans une vision d'expulsion normale, équilibrée. Ne choisissez pas celui qui, comme dit le président, celui qui fonctionne selon votre ligne éditoriale, selon vos intérêts, là il est protégé ou en exil politique, et la feuille, la branche morte, on s'en débarrasse. Non, de relations à État, il y a aussi ce qu'on appelle le respect de la souveraineté, et dans ces conditions, quand un État demande l'extradition, s'il y a des conventions, il faut les respecter. Et je crois me souvenir qu'en matière de demande d'extradition, l'Algérie, je crois, a lancé plus de 80 mandats, 86 ou 88 mandats internationaux. Donc, Farhat Mehani, c'est vrai qu'il reste, disons, la figure emblématique, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, sur ce terrorisme et ces incendies de l'été qui ont vraiment marqué l'Algérien. Oui. Dans sa chair, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont en train de courir un peu partout. Oui, alors on va parler hein, de ces aujourd'hui tensions aussi également et de cette il est revenu hein, le chef de l'État sur la rupture hein, avec notre voisin de l'Ouest, le Maroc, et qui insiste sur le respect territorial et bien sûr le refus de cette ingérence interne dans les affaires internes du pays. On écoute le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. بشيء اللي يمس الوحدة الترابية المغربية رغم أن فيه سوابق تاريخية، لكن احنا ما عمرنا ولا استغلينا الكسمة. كانت فيه ظروف
الجماعة تعدوا علينا في 63 احنا ما عندناش حتى جيش. مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا، وانا في التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا، يجي يهاجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير لي طرف من ترابي. واش هذه الفكرة التوسعية هذه نتاع؟ Ah, Monsieur Zitouni, hein, toujours le problème qui revient hein, sur cette volonté expansionniste de notre voisin marocain. Hein. Absolument. Là, le questionnement revient à nos frères marocains. Quelle est la nature de leur nationalisme? Quelle est la nature de leur patriotisme? Que veut dire cette volonté d'expansion continuelle? Que veut dire en termes de nationalisme comment peut-on l'interpréter? Et là, on ne peut pas faire l'impasse sur l'instrumentalisation par les grandes puissances d'une royauté conservatrice au service des puissances régionales. Et ça, on ne peut pas faire. Et là, le président de la République a été très clair. Les frontières algériennes sont une ligne rouge. Le respect de la souveraineté, mais aussi là, dans toutes ces dimensions avec le Maroc, est une nécessité stricte. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une volonté de ne pas faire de l'escalade, de ne pas aller au-delà d'un certain point irrémédiable. Il a dit, hein, pas de médiation avec le Maroc n'est pas envisagé. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. Absolument, et donc il se place dans une position politique et idéologique de défense et pas d'attaque. Et là, c'est extrêmement important à souligner. Ça veut dire que l'Algérie n'attaquera jamais premier, mais que si on l'attaque et si on la cherche, elle a les moyens de répondre et qu'elle privilégiera toujours les moyens de la paix aux moyens de la guerre. C'est ça qu'il faut retenir du discours du président de la République. Fermeté, garde haute, et en aucun cas, il ne pourra y avoir d'empiètement sur notre souveraineté, que cela soit des gens outre-Méditerranée ou nos voisins. Par contre, voilà, hein, il y a des relations privilégiées, comme avec notre voisin de l'Est, la Tunisie. Le chef de l'État a affirmé qu'il compte s'y rendre une fois que le nouveau gouvernement tunisien sera composé. Je vous propose d'écouter la déclaration de Abdelmajid Tebboune. السيد الرئيس قيس راه عين وزيرة أولى رئيسة حكومة، مجرد ما تنصب الحكومة نمشي لنا زيارة ما تكونش بروتوكولية، زيارة تكون زيارة دولة وتكون فيها ما يمشوا معايا نص الحكومة باش نمضيو كل الاتفاقيات اللي راها مجمدة وداك الشيء نمضوها مع تونس. بيننا وبينهم كثافة في التعامل، يعني الشيء اللي تخلي جيران مثاليين. Voilà, des voisins exemplaires. Le chef de l'État compte donc y effectuer une visite d'État en compagnie d'une délégation importante au cours de laquelle toutes les conventions gelées entre les deux pays seront signées. Oui, je rappelle simplement l'ampleur de la coopération dans le cadre maghrébin. Il y a quelques décennies, deux décennies au moins, avec l'ensemble des programmes qui ont été mis en place, notamment le programme frontalier avec un certain nombre d'usines qui ont été construites et qui ont été mises en place. Je pense à une usine de moteurs diesel, je pense à d'autres, à l'usine, donc à la coopération dans le golfe de Gabès autour de tout ce qui est engrais phosphaté et azoté. Et l'ensemble de ces dossiers-là et l'ensemble de ces pistes si vous voulez, industrielles étaient appuyées sur une banque centrale de coopération du Maghreb arabe, la BCMA, qui avait été mise en place à Tunis, je ne sais pas ce qu'elle devient. Tous ces instruments déjà témoignent, si vous voulez, d'une coopération qui a une profondeur historique sur le plan économique. Je ne parle pas si vous voulez, de la profondeur historique et mémoriale avec Sakiet Sidi Youssef, qui chaque année nous revient donc comme étant un moment de mémoire extrêmement important, avec les bombardements qui ont ravagé donc à la fois les Tunisiens et les Algériens dans ce village de Sakiet Sidi Youssef. La mémoire, donc il va falloir également ne pas l'oublier.
Merci. Il nous reste juste 5 minutes pour clore ce débat. La sécurité de l'Algérie et de la Tunisie sont intimement liées. Monsieur Kolsi, chef de l'État, a assuré la disposition de l'Algérie à faire face à toute tentative ciblant la sécurité de ce pays. Oui, comme c'est, disons, ma dernière parole juste avant la clôture de cette émission, j'ai cette expression en tête, un voisin exemplaire à l'Est et un voisin décevant à l'Ouest. Un voisin exemplaire à l'Est avec qui on a aussi l'histoire et la communauté de destin, l'histoire avec Saки Youssef et de destin avec tous ses projets économiques. Mais avec le Maroc, on a eu la guerre des sables. Il ne faut pas oublier aussi que le Maroc a eu une vision expansionniste. Il a aussi tenté d'avaler la Mauritanie. Oui. Il y a le Sahara occidental maintenant et apparemment, on le voit maintenant avec tout ce qui se passe, il a joué une mauvaise carte il a reçu un mauvais cadeau de Trump. On voit maintenant comment il a tergiversé pour le secrétaire général, l'envoyé spécial du SG au Sahara occidental. Il a refusé et il a fini par accepter sous pression des États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis sont plus ou moins en train de nuancer leur position par rapport à l'ancien président Trump. Et là, c'est très important. Merci, Monsieur Zitouni. Finalement, ça a été redit cette fois-ci encore, la position de l'Algérie qui a toujours privilégié la voie du dialogue, de la paix. Ça a été cité notamment pour le Mali, pour la Libye, pour la Tunisie. Il a dit clairement, ce qui touche la Tunisie nous touche également. Il y a d'abord un pacte de sécurité qui est signé entre l'Algérie et la Tunisie et dont les instruments sont déposés aux Nations Unies. Donc la Tunisie, dans le paysage maghrébin, c'est vraiment le ventre mou de l'Algérie. C'est-à-dire que d'un point de vue géomilitaire, la sécurité et la défense de la Tunisie font partie de la sécurité et la défense de la République algérienne. Et ça a été clairement dit par le président de la République. C'est d'ailleurs un axe fondamental d'une refondation maghrébine que la République algérienne démocratique appelle de ses voeux, refondation maghrébine qui peut se faire par la multiplication des échanges bilatéraux avec la Tunisie, avec la Libye dans la consolidation de leur souveraineté. Et là, je crois qu'il y a 30 secondes, Monsieur Zitouni, pour clore, s'il vous plaît. Merci, excusez-moi de vous avoir interrompu. On est arrivé au terme de l'émission et du temps qui nous est imparti. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés aujourd'hui, de nous avoir apporté votre éclairage sur la rencontre, je le rappelle, du président de la République hier avec les médias nationaux. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.